Hop. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Valsberg, pardon. Julien est titulaire d'un doctorat en génie chimique de Polytechnique Montréal qui a été obtenu au CIREG et ses recherches postdoctorales se sont concentrées sur l'application de la modélisation multi-agent pour analyser les opportunités d'économie circulaire. Il est maintenant chercheur au National Renewable Energy Laboratory aux États-Unis où il travaille sur différents projets en lien avec l'économie circulaire. Donc, un grand merci Julien d'être avec nous aujourd'hui pour présenter tes travaux. Je vous invite à réserver vos questions pour la fin de la présentation où on fera une petite période d'échange commune avec Julien. Puis sur ces derniers mots, je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse maintenant la parole à Julien. Merci Julien. Bien, merci beaucoup. Je partage l'écran. Ok. Est-ce que ça fonctionne correctement? C'est parfait. Ok, bonjour à tous. Donc, je vais m'excuser par avance pour mon français un peu bancal, parce que je ne le pratique pas assez ici aux États-Unis. Et aussi, certaines diapos vont avoir de l'anglais, donc je m'excuse par avance pour ces deux faits. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui quelques outils qu'on a développés ici au NREL pour quantifier les impacts environnementaux de la transition vers plus de circularité en utilisant l'analyse de cycle de vie ainsi que d'autres méthodologies. Je vais me concentrer principalement sur un modèle qu'on a développé qui s'appelle le modèle C'est la vie. Et puis, je vous présenterai aussi deux autres modèles rapidement à la fin de la présentation. Pour commencer, euh, juste une seconde, il faut que je bouge ce... Ah, comment je bouge ce truc? Ok. Un petit peu de contexte sur le National Renewable Energy Laboratory. Donc, c'est un des 17 laboratoires nationaux du département de l'énergie aux États-Unis. Donc, vous pouvez voir sur la carte ici tous les différents laboratoires nationaux. On est au Colorado. Il y a d'autres, le laboratoire Berkeley est en Californie, par exemple. Puis, il y a tout un tas d'autres labos. Donc, c'est plus de 2900 employés, le NREL, qui proviennent de différents pays. Donc, on a pas mal de différentes cultures présentes ici, donc plus de 70 pays. En 2020, on a produit plus de 2000 documents scientifiques et techniques. Et vous pouvez voir ici le campus, un des campus. Il y a 4 campus au total, 2 au Colorado, un en Alaska et un à Washington, D.C. Donc, les objectifs du NREL, il y a 3 grands objectifs principaux qui vont être de regarder comment intégrer les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au sein de différents secteurs économiques. Comment utiliser les énergies renouvelables pour fabriquer des substances et des produits. Et puis, regarder également quels sont les matériaux qui sont utilisés dans ces différentes technologies et comment on peut améliorer la circularité au niveau de ces matériaux. Donc, en 2020, le budget du NRL, c'était plus de 500 millions de dollars. Je crois que cette année, on est à 700 millions. La plupart de ces fonds proviennent du département de l'énergie. Mais on a aussi quelques contrats qui proviennent du privé. Donc, par exemple, la ville de Los Angeles nous a mandaté pour faire une étude sur leur transition vers l'objectif zéro carbone en 2050. Donc, comment produire de l'électricité plus verte et comment électrifier les transports pour la ville de Los Angeles. Donc, c'était un contrat de plusieurs millions d'euros pour celui-ci. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu le contexte du labo, je vais vous présenter donc l'outil C'est la vie, donc Circular Economy Life Cycle Assessment and Visualization. Donc, le jeu de mots est voulu. On aime bien trouver des acronymes qui sont un peu accrocheurs.
Donc, je vais faire un petit rappel, mais je pense que vous êtes tous au fait de ce qu'est l'économie circulaire. Ici, je vais donner un petit peu plutôt pour nous, dans ce cadre, dans le cadre du développement de cet outil, quels étaient les objectifs de l'économie circulaire sur lesquels on voulait se concentrer, et puis quels étaient ses principes fondamentaux. Donc, optimiser le rendement des ressources en faisant circuler les produits, les composants et les matériaux. Donc, garder la plus grande valeur possible, économique possible pour ces différents produits, composants et matériaux. Préserver et valoriser le capital naturel en limitant l'utilisation de ressources non renouvelables et en utilisant les ressources renouvelables de manière équilibrée. Et favoriser l'efficacité du système en identifiant et en supprimant les externalités négatives. Donc, 4 principes fondamentaux. Rétrécir les flux, donc utiliser moins de ressources dès le départ. Ralentir les flux, donc utiliser les produits le plus longtemps possible. Utiliser des flux qui soient régénérants, donc utiliser des énergies renouvelables ou utiliser des matériaux biosourcés. Et puis circuler les flux, donc réutiliser les matériaux et recycler les matières en fin de vie. Donc, l'objectif du cadre méthodologique C'est la vie, c'est d'évaluer le type, la quantité et la distribution spatio-temporelle des impacts qui se produisent lorsqu'une chaîne d'approvisionnement irait vers plus de circularité. Donc, pour cela, on a développé un outil qui va simuler des scénarios de transition vers une économie circulaire. Et qui va simuler ce que ça implique au niveau de ces chaînes d'approvisionnement et quantifier les impacts environnementaux associés. Donc, 3 points étaient très importants dès le départ, c'est d'avoir un détail suffisant sur un détail géographique suffisant sur donc, où c'est que ces chaînes d'approvisionnement où c'est que ces impacts environnementaux peuvent avoir lieu. Où c'est que sont situées nos différentes étapes finalement dans le cycle de vie ou pour cette chaîne d'approvisionnement. Donc, où sont les usines, quelles sont les distances de transport pour aller d'une étape à l'autre, etc. Et puis, la possibilité, évidemment, de pouvoir modéliser différents scénarios de circularité. Et on voulait également avoir un détail technologique assez important. Donc, en fait, on modélise les technologies en tant que telles. Donc, par exemple, des panneaux solaires. On peut modéliser des panneaux solaires. On peut modéliser des centrales éoliennes, des fermes éoliennes. Ou encore, ça pourrait être un véhicule électrique, si on le voulait. Ensuite, on veut avoir le détail sur quels sont les différents composants pour cette technologie. Et puis au sein de ces composants, quels sont les matériaux qui sont utilisés pour les fabriquer. Donc, on pense souvent que la transition vers une économie circulaire pourrait apporter des avantages environnementaux ainsi que d'autres types d'avantages, donc économiques ou sociaux. Mais ce n'est pas une garantie, donc il faut pouvoir quantifier exactement quels sont les impacts liés à cette transition vers plus de circularité. Et ce qui est aussi un point important dans le contexte du présent gouvernement Biden ici aux États-Unis, c'est qu'à chaque fois, ces bénéfices ou ces impacts doivent être répartis équitablement. Donc, on va essayer d'éviter que certaines régions, certaines catégories de population n'aient aucun bénéfice, que ce soit dans des scénarios de décarbonisation ou des scénarios de circularité. On veut éviter que certaines catégories ne voient que des impacts négatifs et d'autres catégories se voient attribuer les impacts positifs de ces transitions-là. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est important de savoir où ces impacts peuvent avoir lieu et à quel moment dans le temps. Donc, la question de recherche principale, quels sont les impacts environnementaux? Bon, je l'ai déjà dit.
Donc, en fait, on veut pouvoir simuler différents scénarios. Donc, en fait, différentes options de fin de vie, hein, pour être un peu plus précis. Comment ces scénarios de fin de vie vont affecter les externalités, hein, de ces chaînes d'approvisionnement? Comment ces externalités sont réparties régionalement et temporellement? Et quelles sont les incertitudes? C'était aussi très important lorsqu'on a développé cet outil de pouvoir quantifier les incertitudes, puisqu'on a des données qui ne sont pas forcément très robustes. Donc, ah, est-ce qu'il y a une question? Je vais Pas de inviter question? les gens à couper les micros si vous participez pas au webinaire. Merci. Donc, pour pouvoir développer cet outil, on a d'abord regardé quelles étaient les différentes méthodologies qui pouvaient être utilisées. Donc, on a regardé, par exemple, typiquement l'analyse de cycle de vie, donc l'outil basique d'analyse de cycle de vie, les modèles d'équilibre partiels ou généraux. On a regardé également la possibilité d'utiliser les tables entrée-sortie, étendues à l'environnement, les modèles multi-agents, les modèles de système, de dynamique des systèmes, les modèles intégrés également, et quel est celui-là? Et oui, et typiquement l'analyse de flux de matière dynamique également, c'est un des outils qu'on a évalué. Et on a regardé en fait quels étaient les besoins, quels étaient nos besoins vis-à-vis de nos questions de recherche et comment ces outils permettaient de répondre à ces différents besoins. Et donc, on a identifié en fait 3 méthodes qui permettaient de répondre à la plupart de nos besoins. Donc, la simulation à événements discrets, l'utilisation d'un graphe, en fait. Donc, on a modélisé la chaîne d'approvisionnement à partir d'un graphe orienté, ce qui nous a permis de calculer les coûts pour euh, les différentes configurations de ce graphe qui, en fait, représentent différentes possibilités pour ces chaînes d'approvisionnement. Donc, différentes possibilités de fin de vie, par exemple. Si notre technologie est enfouie, si les matériaux de notre technologie sont enfouis dans des centres d'enfouissement, ou ici ils sont recyclés, ou ici ils sont incinérés, etc. Et en fait, l'utilisation d'un graphe, ça nous permet également de représenter des décisions, par exemple en optimisant les différentes, en trouvant la configuration de ces chaînes d'approvisionnement qui maximise ou qui minimise un certain indicateur. Et donc, vous pouvez voir les différents besoins qu'on avait. C'était aussi également de garder un grand niveau de résolution géographique et temporelle, mais également d'avoir un grand champ d'études. Donc, on voulait pouvoir représenter typiquement toute l'économie américaine si besoin, ou au moins plusieurs États. Voilà. Et finalement, évidemment, pour calculer les impacts environnementaux, l'utilisation d'analyse du cycle de vie. Donc, utiliser ces 3 différentes méthodologies permet de garder une haute résolution pour les flux de matériaux et les impacts, tout en gardant également un grand champ d'études. Ça nous permet d'utiliser des algorithmes qui ont été développés pour les graphes, donc par exemple des algorithmes de plus court chemin pour pouvoir, comme je l'ai dit, minimiser ou maximiser une certaine métrique. Et puis, on a peu de limitations sur quels sont les types de chaînes d'approvisionnement, les types de matériaux ou les types de scénarios de circularité qu'on peut modéliser avec cet outil. Donc, encore une fois, on a 3 niveaux de résolution technologique, les matériaux, les composants et les installations elles-mêmes. Donc, typiquement, si on pense aux fermes éoliennes, on peut représenter des fermes éoliennes avec... et au sein de ces fermes, on peut représenter les différentes turbines. Et au sein de cette turbine, on peut représenter les différents composants. Donc, par exemple, le mât, les pales, les fondations, etc. Et au niveau de ces composants, on peut représenter les différents matériaux. Donc, par exemple, pour la fondation de ces turbines, ça va être principalement du ciment.
qui va être le matériau qui est utilisé. Donc ce schéma un peu compliqué résume un peu tout ce que je viens de dire. Donc en fait, on a un module qui va utiliser la simulation à événements discrets pour finalement, euh, inculquer des aspects temporels au modèle. Donc en fait, cette simulation à événements discrets va nous permettre de savoir où sont nos différents composants, nos différents matériaux, nos différentes technologies dans le temps, donc à quelle étape du cycle de vie. Donc, est-ce que notre pale d'éolienne, elle est à son étape de fabrication ou est-ce qu'elle est en train d'être utilisée dans une turbine ou est-ce qu'elle est à la fin de vie? Le graphe va nous permettre de représenter géographiquement les différentes étapes de ce cycle de vie et évidemment comment elles sont reliées entre elles. On va utiliser des données sur les distances également entre ces différentes étapes de cycle de vie si elles ne sont pas localisées au même endroit. Donc, on a un modèle pour calculer les distances entre différentes coordonnées géographiques. On a aussi un modèle de coût pour connaître quels sont les coûts liés à différentes options de fin de vie, par exemple, ou différentes usines qui fabriquent le même produit, la même technologie. Et puis finalement, on a le module PyLCIA qui va nous calculer les impacts environnementaux, donc faire l'analyse du cycle de vie, qui va utiliser des données d'inventaire issues d'une base de données publique qui est USLCI, donc pas EcoInvent, une autre base de données. Et puis également une autre base de données qui a été développée par le NREL qui s'appelle READS, qui va nous permettre de modéliser le grid mix électrique dans le temps, donc et également l'évolution de ce grid mix dans le temps, puisqu'il est assez probable que ce grid mix va devenir plus propre, donc avec une plus forte part des énergies renouvelables dans le futur. Et puis finalement, on a un autre module qui va permettre de visualiser tous ces résultats aussi. Donc au niveau de la CV, ce qui est important de garder en tête, c'est que le graphe et la simulation à événements discrets va nous permettre de connaître, en fait, euh, de quantifier tous les intrants matériels et énergétiques à toutes les différentes étapes du cycle de vie. Et ensuite, on va lier toutes ces informations à la base de données et également à la base de données sur les différents matériaux et puis la base de données sur le mix électrique qu'on utilise. Et le module PyLCIA va ensuite combiner tout ça pour calculer les impacts environnementaux. Et on peut faire ça pour toutes les locations, tous les emplacements géographiques qu'on a définis dans notre graphe et à chaque moment de la simulation, à chaque étape de la simulation. Donc, quelques résultats maintenant. On a appliqué ce modèle à une étude de cas sur la circularité des pales éoliennes dans l'État du Missouri et de l'Iowa. Donc, on a regardé toutes les turbines qui étaient installées ou qui allaient être installées dans la période 2000-2050 et également quand elles allaient être décommissionnées dans ces deux États. Les matériaux principaux pour les pales d'éoliennes, c'est la fibre de verre et la résine époxy. Donc, en fait, c'est un composite qui est utilisé pour fabriquer ces pales, un matériau composite. Et c'est ce qui va expliquer en fait que en ce moment, c'est un petit peu le problème du recyclage pour les turbines éoliennes, c'est que la plupart des matériaux dans les turbines éoliennes peuvent être recyclés. Donc, le mât est principalement fait en acier. Donc, on sait très bien recycler l'acier, c'est pas trop un problème. Les fondations, c'est du ciment. On peut pardon, pas du ciment, c'est du béton. Donc, on peut également recycler le béton. Donc, souvent, on va juste en faire des gravats qu'on va pouvoir soit réutiliser pour faire à nouveau du béton ou pour faire des routes, par exemple. Mais par contre, les matériaux composites, c'est un peu plus compliqué à recycler.
parce qu'en fait, les deux matériaux principaux, donc la résine époxy et les fibres de verre, ne peuvent pas être séparés facilement. Et en fait, la valeur, elle est contenue dans les fibres de verre plutôt que dans la résine. Donc, en fait, ça serait plus intéressant d'essayer de séparer ces deux matériaux pour récupérer ces fibres de verre, pour en fait garder plus de valeur et permettre d'avoir un recyclage qui soit finalement profitable et qu'on n'ait pas besoin euh, de subsidies, pardon pour le mot anglais, de subsidies pour faire marcher pour que le recyclage finalement puisse être viable. Euh, donc, dans ce cas d'étude, quel est l'impact des coûts de traitement pour les différentes voies de fin de vie, donc les différentes options de fin de vie? Euh, donc, comment la chaîne évolue vers plus de circularité dans le temps et comment cette transition affecte les impacts environnementaux. Donc, on a regardé trois scénarios de circularité. Donc, au niveau du recyclage mécanique de ces... Donc, on a modélisé trois différentes options de fin de vie. Donc, soit les pales éoliennes étaient enfouies dans des centres d'enfouissement, soit ces pales éoliennes étaient recyclées de manière mécanique, soit ces pales éoliennes étaient recyclées de manière en cimenterie, donc tout simplement euh, les utiliser comme matière première dans les cimenteries pour fabriquer du ciment. Donc ça va remplacer finalement une partie du charbon, ou en tout cas du carburant qui est utilisé dans les cement kilns, donc de longs tubes où le ciment est fabriqué. Et ça va également remplacer une partie de la matière première, donc une partie du sable ou des minéraux qui sont utilisés comme matière première dans le ciment. Et le recyclage mécanique, c'est tout simplement fabriquer des granules de, de matériaux composites. Le problème, c'est que ça va changer complètement les propriétés et c'est assez difficile de trouver des produits qui vont utiliser ces granules, mais c'est une des options possibles. Donc, selon que le coût du recyclage mécanique est élevé ou bas, on a différentes options qui sont adoptées finalement par notre chaîne d'approvisionnement. Donc, si les coûts sont hauts, on va plutôt avoir le co-traitement en cimenterie qui va être favorisé. Donc, la plupart de nos pales d'éoliennes vont finir dans ces cimenteries. Et si les coûts sont moyennement élevés ou peu élevés, on va avoir là, à ce moment-là, le recyclage mécanique va être l'option qui va être le plus utilisée. Mais on va avoir également une partie des matériaux qui vont finir en cendres d'enfouissement parce qu'en fait, on a des pertes au niveau de ce procédé de recyclage mécanique. Et donc, une partie de la matière ne peut pas être recyclée et va finir dans ces centres d'enfouissement. Donc, c'est la courbe jaune ici. La courbe rose, c'est pour le recyclage mécanique et la courbe bleue, c'est pour le- le recyclage en cimenterie. Dans tous ces scénarios, en fait, l'hypothèse qu'on a fait, c'est que ces pales étaient réduites déjà, elles étaient déjà découpées en petits morceaux sur lorsqu'elles étaient décommissionnées. Donc, ça favorise un transport, ça réduit les coûts de transport, en fait. Donc, ça explique que les coûts de transport n'étaient pas un problème au niveau de la transition vers plus de circularité dans ce cas d'étude-là. Et vous voyez qu'en fait, dans tous nos scénarios, on a quand même un niveau de circularité qui est assez élevé parce qu'en fait, on peut soit les recycler en cimenterie, soit les recycler en, avec le recyclage mécanique. Mais encore une fois, ça vient aussi de l'hypothèse qu'on a faite il y avait des coûts de transport qui étaient assez faibles. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de centres d'enfouissement que de centres de recyclage. Donc, c'est beaucoup plus facile de transporter nos pales éoliennes vers des centres d'enfouissement puisqu'ils sont plus près que des centres de recyclage si ces pales ne sont pas découpées en petits morceaux. OK. Au niveau des impacts environnementaux,
on peut voir ici que dans ces trois scénarios, donc coût élevé du recyclage mécanique ou coût bas du recyclage mécanique, pardon, coût élevé dans ce cas-là et coût bas dans ce cas-là. Et on a différentes périodes, donc entre 2000 et 2016, 2017 et 2033, puis 2034 et 2050. On peut voir les impacts sur l'acidification de l'air et où c'est que ces impacts ont lieu, où c'est que ces émissions qui contribuent à l'acidification de l'air ont lieu. Et donc, on peut voir ici que quand on a plus de recyclage en cimenterie qui se passe, en fait, on a plus d'impact au niveau de l'acidification de l'air, parce qu'en fait, on a plus d'émissions qui sont faites par ces cimenteries, plutôt que le recyclage mécanique qui, en fait, utilise principalement de l'électricité. Donc, on a peu d'émissions dans l'air qui sont dues, en tout cas, localement, on a peu d'émissions de l'air qui sont dues au recyclage mécanique. Par contre, dans le recyclage en cimenterie, on a beaucoup plus d'émissions dans l'air, ce qui cause plus d'impact dans ces trois régions-là. Alors, par contre, un petit disclaimer, c'est qu'on n'a pas inclus l'approche d'ACV d'extension des frontières. Donc, on ne s'est pas attribué un quelconque crédit parce qu'on venait remplacer une partie du charbon et une partie de la matière première pour fabriquer ce ciment. Donc, on n'a pas réduit ici les impacts dus au remplacement des matières premières et du carburant qui sont utilisés. Donc, potentiellement, ces impacts pourraient être plus faibles si on s'attribuait des crédits dus à ces remplacements-là. Et évidemment, ouais, non, je le dirai, je ferai cette conclusion plus tard. Ensuite, ce qu'on a essayé de regarder aussi, c'est quelles étaient les incertitudes euh, pour notre cas d'étude, parce qu'on a des données qui sont incertaines, parce qu'on a des technologies qui sont pré-commerciales, donc c'est pas facile d'obtenir des données qui soient fiables. On a une grande variabilité spatiale, donc on a appliqué un modèle de coût unique, alors que le coût peut varier d'une région à une autre, et également temporellement. Et puis, on a des incertitudes aussi du fait qu'on utilise des données secondaires, donc des données d'inventaire avec des données secondaires, et également des projections vis-à-vis de la composition du mix électrique, qui sont des projections, donc qui ne sont pas forcément ce qui va se passer dans la vraie vie. Et donc, on va quantifier toutes ces incertitudes dans les données d'entrée. Donc, on va donner on va donner une distribution pour ces données d'entrée et on va appliquer une analyse Monte-Carlo pour regarder quand on varie ces données d'entrée selon les distributions qu'on a définies, quel va être l'impact finalement sur les données de sortie, donc sur nos différents indicateurs. Et vous pouvez voir ici qu'en fait, la plupart, on peut distinguer trois grands groupes de résultats finalement quand on fait ces analyses Monte-Carlo. Donc, dans un cas, on a une circularité qui est assez grande, puisqu'en fait, dans le recyclage en cimenterie, tous les matériaux sont utilisés, soit pour produire de l'énergie, soit en tant que matière première pour le ciment. Donc, c'est ce premier groupe de résultats ici. Second groupe, on a le recyclage mécanique qui est principalement mis en place. Donc, on a un niveau de circularité qui est entre deux, puisqu'on a une partie des matières qui va se retrouver en centre d'enfouissement, puisqu'on a des pertes au niveau de ce procédé. Et puis, le dernier groupe en fait, qu'on peut distinguer ici, c'est lorsque toute la matière première se retrouve finalement dans des centres d'enfouissement. Mais on peut voir que dans l'ensemble, la réalisation d'une transition circulaire semble plus probable qu'improbable. Mais le type de transition est moins certain et il va dépendre finalement des coûts qui sont liés à toutes les étapes de ces scénarios de fin de vie.
Donc, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre lorsque la circularité est mise en œuvre est faible par rapport aux émissions totales. Donc, on a calculé les impacts sur toute la chaîne d'approvisionnement. Je vous ai montré que des résultats pour la fin de vie, mais en fait, on a calculé les impacts pour pour tout le cycle de vie. Et finalement, la fin de vie, c'est une partie très minime de ces impacts. La plupart des impacts sont liés à la fabrication des pales plutôt qu'à leur fin de vie. Les impacts environnementaux de cette fin de vie vont varier dans l'espace et dans le temps. La réduction de la taille des pales avant leur transport est très important pour réduire les coûts des options de fin de vie. Et l'incertitude des données d'entrée rend la prise de décision plus difficile. Et un exemple un petit peu en fait dans le concret à quoi cette incertitude peut être liée. Typiquement, j'ai appris que l'été dernier, un des recycleurs de pales d'éoliennes qui était situé au Texas, dont on avait utilisé en fait les données pour faire ce cas d'étude, pardon, qui était situé au Texas et en Iowa, qu'on avait utilisé pour faire cette étude. Il a fermé les deux sites. Donc, il n'arrivait pas à être profitable et il a laissé des centaines de pales non recyclées derrière lui. Ce qui peut permettre finalement de faciliter cette transition, ça va être des accords entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Donc, un exemple d'accord, c'est l'accord entre Veolia et General Electric. Ils ont trouvé un accord pour justement faire le co-traitement des pales en cimenterie. Donc, toutes ces pales non recyclées par le recycleur mécanique, finalement, elles vont quand même pouvoir être recyclées normalement parce que je crois que la plupart de ces pales, elles appartenaient à GE justement. Elles vont pouvoir finalement, elles vont être retransportées au Missouri pour être recyclées en cimenterie. OK. Futur cas d'étude je vais essayer d'aller un peu plus vite. Futur cas d'étude pour CELAVI. Comment on peut utiliser CELAVI pour d'autres cas d'étude finalement? Là, je vais donner un exemple pour une fenêtre dans un bâtiment. Donc, en fait, il suffit de changer les données d'entrée dans le modèle. Donc, la technologie, c'est un bâtiment. Le composant, c'est une fenêtre. Les matériaux, ça va être par exemple de l'aluminium et du verre. La durée de vie du bâtiment, on va dire que ça va être 50 ans, par exemple. Ensuite, il va falloir qu'on sache où vont être tous nos bâtiments, quelles vont être leurs capacités en termes de nombre de logements, par exemple, et où ils sont situés géographiquement. Ensuite, on va se servir de données liées au cycle de vie de ces bâtiments. Donc, quels vont être les procédés pour produire les fenêtres, où sont situées ces usines pour produire ces fenêtres, etc. Encore une fois, où sont situés ces bâtiments et enfin, où sont situés les différents centres d'enfouissement et les différents centres de recyclage, par exemple pour le verre ou pour l'aluminium. Donc, les centres de tri, puis ensuite les repreneurs, les usines qui fabriquent l'aluminium et les usines qui fabriquent le verre. On va avoir besoin, pour l'analyse de cycle de vie, on va avoir besoin de quels sont les intrants. Donc, par exemple, pour fabriquer notre aluminium, on a besoin de bauxite, on a besoin d'électricité, on a besoin de chaleur. Donc, on a besoin de toutes ces informations sur le cycle de vie pour l'inventaire du cycle de vie. Et on a également besoin de quantifier l'évolution du mix électrique, encore une fois. Donc, quelles vont être les différentes technologies qui vont être utilisées dans notre mix électrique dans le temps. Et on va obtenir les données de sortie pour CELAVI. Ça va être donc, quels sont les impacts pour les différentes composants, les différents matériaux, où sont situés ces impacts, ils sont liés à quelles étapes du cycle de vie, quel est notre scénario, quelle est l'année, etc. Et donc, on planifie d'utiliser CELAVI justement pour le cas du verre on va se concentrer sur l'utilisation du verre plat, donc soit
soit utiliser le verre pour faire des panneaux solaires, soit utiliser le verre pour faire des fenêtres. On va oublier l'utilisation du verre pour les automobiles. Mais on va représenter ces deux chaînes d'approvisionnement, donc panneaux photovoltaïques et finalement les fenêtres dans nos bâtiments. Et on va faire la même étude et ensuite on va lier les résultats de l'étude avec l'outil C'est la vie à des tables entrée-sortie, ce qui va nous permettre de calculer les impacts at large, donc avec un champ d'études encore plus grand qui va être sur toute l'économie, tous les secteurs économiques, pour savoir quels sont les impacts en fait de nos scénarios de circularité sur toute l'économie dans son entier. Parce que si on utilise moins de verre, potentiellement, on va avoir des impacts sur d'autres secteurs économiques aussi. Et on va pouvoir calculer également avec ces tables entrée-sortie, non seulement les impacts environnementaux additionnels qui peuvent arriver dans d'autres suite au changement de, de la configuration économique dans son ensemble, mais on va également pouvoir calculer finalement tous les emplois qui sont créés grâce à ces scénarios de circularité dans tous ces différents secteurs-là. Donc, on va combiner ces deux types d'analyse. Et puis, pour finir, très rapidement, deux autres exemples de outils qu'on a développés qui combinent l'analyse de cycle de vie avec d'autres méthodes. Donc, on a le Plastic Parallel Pathway Platform qui combine l'analyse de flux de matière, l'ACV et la modélisation multi-agent pour regarder des scénarios de recyclage des bouteilles en PET. Donc, on a regardé différents scénarios de recyclage chimique, quels étaient leurs impacts, leurs coûts, leur circularité. Et dans ce cas-là, on a inclus des crédits vis-à-vis de la substitution de la matière vierge pour fabriquer ces bouteilles en PET ou d'autres produits. On a comparé ça avec la demande pour différents produits. Donc, si notre résine en PET est utilisée pour faire d'autres bouteilles en PET, finalement, on arriverait à répondre à uniquement 35% de la demande. Donc, on a toujours besoin, malheureusement, de résine vierge. Pour d'autres matériaux, pour d'autres produits, en fait, la demande est supérieure à ce qu'on pourrait fournir. Donc, typiquement, pardon, la demande est inférieure à ce qu'on pourrait fournir. Donc, on fournirait 145% de la demande en granules ou 380% de la demande en matériaux composites si on recyclait toute la résine dans ces différentes applications. Donc, c'est peut-être moins intéressant. Ou en tout cas, il faut trouver d'autres applications à ce moment-là pour le reste de la résine qu'on va essayer de recycler. Et puis, on a à nouveau quantifié quels étaient les impacts évités en termes de réchauffement climatique. Et encore une fois, en prenant en compte l'évolution du mix électrique. Et puis, un autre outil d'ACV qu'on a développé combine l'ACV avec un modèle Integrated Assessment Model, donc un modèle qui combine des modèles économiques avec des modèles climatiques pour regarder différents scénarios, finalement, les scénarios du GIEC et regarder quelles étaient les évolutions en termes de population, en termes de technologies qui sont utilisées dans notre économie. Et on a combiné ça avec un outil ACV. Et voilà. C'est tout pour moi. Vous pouvez accéder au code et à des informations pour l'outil C'est la vie et pour l'outil liaison que j'ai présenté en dernier avec ces QR codes. Et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Julien, pour cette très belle présentation, vraiment très, très intéressant. J'invite les participants qui le souhaitent à lever la main si vous avez des questions à poser. Il me semble qu'il y avait déjà une question dans le chat qui avait été posée au cours même plusieurs questions qui ont été posées au cours de la présentation. Est-ce que Marc Daigle est encore là et voudrait poser sa question peut-être de vive voix?
Oui, bonjour, Marc Bègle, je suis là. En fait, ma question est somme toute, quand vous avez fait l'analyse là, pour les pales d'éoliennes, en fait, vous avez mentionné que vous n'utilisiez pas, vous n'avez pas calculé le pétrole, les gains, la réduction en GES associée au pétrole. Pour quelle raison vous avez c'est une question complexité ou une question que l'outil est moins adapté pour faire ce genre de choses? Non, c'est complexité, c'est le temps. On n'a pas eu le temps. C'est bien. Puis en passant, Merci. c'est super votre présentation, très beau. Merci. Ouais, c'est un petit peu toujours ce qu'on se dit. On veut le faire et puis on manque de temps et il faut faut qu'on priorise on avait un budget limité pour se développer l'outil et faire l'étude de cas. Parfait, merci Mais beaucoup. dans le futur, pour d'autres cas d'études, ce serait bien effectivement d'intégrer ces réductions. Et je crois que c'est à peu près 30%. On évite 30% des émissions de CO2 euh, liées à la fabrication de ciment en réutilisant ces pales. Parfait. Merci beaucoup. On aura ensuite une question de Simon Ferrand-Forger. Est-ce que Simon, vous êtes là avec nous encore? Peut-être pour poser la question de vive voix également? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Ouais. Oui, parfait. Oui, bonjour, Julien, merci pour la présentation. J'ai vu les graphiques un peu dans la présentation. Puis, pour l'impact environnemental, on voyait il y avait des mesures de latification Ouais, de l'air. voilà. Dans le fond, ma question, là, je suis nouvellement dans le. Je suis un ancien développeur. Ben, je suis un développeur logiciel encore, mais là, j'ai un grand intérêt pour l'économie circulaire. Puis je m'intéresse de plus en plus. Puis je me demandais si la mesure de l'acidification de l'air, c'était comparable aux émissions CO2, une mesure d'émissions CO2, ou c'est complètement c'est différent ou complémentaire. J'aimerais vous entendre là-dessus. Non, ça n'a pas de complètement différent. On dit en ACV, il ne faut jamais comparer les oranges et les pommes. Donc, on ne compare jamais impact sur le changement climatique et impact sur l'acidification de l'air. Parfois, on a des substances, des émissions qui contribuent à plusieurs impacts. Euh, mais quand on calcule les impacts, il y a des chaînes de cause à effet qui sont vraiment spécifiques, donc qui relient les émissions en fait avec leurs conséquences environnementales. Et ça, c'est indépendant. On peut pas on, on peut, on les compare jamais entre elles. Et pourquoi on a choisi l'acidification de l'air? C'est parce que c'est un impact qui va être plutôt local. Donc, on va avoir des émissions de dioxyde de soufre, par exemple, qui contribuent à l'acidification. Des émissions de dioxyde de soufre qui vont aller dans les couches. Je ne suis pas, je suis pas expert dans la modélisation des impacts, mais qui vont aller dans des couches, je pense, pas très très hautes de l'atmosphère, qui vont se déplacer un petit peu qui vont se déplacer potentiellement un petit peu avec le vent, mais qui vont faire des pluies acides et qui vont avoir un impact à cause des pluies acides sur la biodiversité et même sur nous, euh, qui vont être assez proches finalement du lieu de l'émission. En tout cas, plus proches que le CO2, où le CO2, en fait, c'est un impact qui est global. Qu'on émette du CO2 au Canada, aux États-Unis ou en Chine, ça va avoir le même impact sur le réchauffement climatique. Donc, c'est pour ça qu'on a montré cette catégorie d'impact plutôt que le changement climatique, parce que le changement climatique, il n'y a pas vraiment de raison de montrer des impacts localement, finalement. OK, merci beaucoup. On aura encore une question dans le chat, hein. Je pense que le nom de la personne est visiblement pas le bon. J'ai dû partager le lien et mon nom est réapparu. Est-ce que la personne qui a posé la question dans le chat voudrait la poser de vive voix? C'est moi, merci Raphaël Emmanuel Reflet, donc du réseau. Merci Julien, c'est super intéressant. J'ai une question. Tu mentionnes à un moment dans la, qu'actuellement vous êtes en train d'inclure des parties prenantes ou d'avoir alors je serais curieux de voir comment vous l'effectuez, cette inclusion des parties prenantes, et puis jusqu'où les perceptions ou les données que vous aurez recueillies seront prises en considération dans les scénarios en question. Ah, donc, c'est pour la question est pour les futures applications de l'outil, c'est ça? Voilà. Ouais, c'est une bonne question. En fait, le département de l'énergie, donc là, pour être très honnête,
on a développé cet outil avec des fonds internes au NRL. Et puis, on n'a pas eu énormément de fonds du département de l'énergie pendant quelques années, donc on a dû arrêter un peu le développement. Mais là, on a à nouveau, à nouveau suscité l'intérêt. Et donc, un des bureaux, il y a différents bureaux dans le département de l'énergie, mais un des bureaux veut utiliser l'outil, le combiner avec des tables entrée-sortie. Et en fait, leur but, c'est de développer une vision commune pour l'ensemble du département de l'énergie et même potentiellement, si ça peut permettre le développement d'une vision commune pour les États-Unis, ça serait bien parce que vous savez, vous le savez peut-être, mais l'Union européenne et la Chine, par exemple, sont très en avance d'un point de vue, et puis je pense le Canada aussi d'ailleurs, d'un point de vue d'avoir une politique publique finalement qui intègre l'économie circulaire, alors qu'aux États-Unis, l'administration Biden a peu discuté sur le sujet, a peu publié. Mais tout ça pour dire que le projet, en fait, viserait à supporter le développement d'une vision, le développement de qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les indicateurs qu'on veut utiliser. Vous savez, je pense que vous le savez, mais il y a des milliers, des centaines d'indicateurs de circularité, lequel on doit choisir, quels indicateurs environnementaux on veut garder, quels indicateurs environnementaux on veut. Et en fait, les parties prenantes qu'on va essayer d'interroger, ça va être principalement, malheureusement d'un certain côté, principalement euh, les différents bureaux du département de l'énergie et les différents laboratoires nationaux. Donc, c'est très interne finalement. Et on va essayer dans un deuxième temps d'inclure un peu plus de monde. Et on irait interroger aussi des chercheurs académiques et des industriels. Parce qu'en fait, rien que pour la problématique des données, c'est important d'inclure les industriels et aussi de savoir quels sont leurs problèmes concrets. Comme je l'ai dit là, durant la présentation, en fait, nous, on avait interrogé un recycleur mécanique qui nous disait oui, oui, on va recycler, on va recycler, on va recycler, puis il a fermé les portes. Donc, c'est toujours ce qu'on met dans nos modèles et la réalité, il y a toujours un gap qu'il faut essayer aussi le maximum de réduire. Donc, ce serait bien qu'on élargisse les parties prenantes, mais au début, ça va être principalement finalement le département de l'énergie et les laboratoires nationaux. Merci. C'est vraiment intéressant. Puis ça va pouvoir faire écho avec la question suivante. On aura une question de Frédéric Charon. Frédéric, si vous êtes encore là, est-ce que vous voulez poser votre question de vive voix? Oui, est-ce que vous m'entendez? Super bonne présentation, merci Julien. Effectivement, là, la question qui vient d'être soulevée et la réponse que tu as donnée, je pense que ça répond en partie. Dans le fond, je me demandais, dans le domaine du cycle de vie des objets, c'est souvent difficile d'avoir des données fiables, des données économiques fiables en raison de la compétitivité qu'il y a entre les entreprises. Fait que je me demandais comment que vous aviez fait pour surmonter cette difficulté? C'est-tu justement en créant des partenariats ou est-ce qu'ils vont avoir tous un gain à faire en coopérant, en fait? Ouais, il y a deux méthodes qu'on utilise principalement. Soit on fait des entretiens, donc on essaie de contacter des industriels et on leur demande leur coût, puis ils disent non. Puis des fois, ils nous disent ouais, c'est à peu près par là. Ils nous disent une estimation. Mais bon, c'est assez difficile. La deuxième solution, c'est d'utiliser l'analyse techno-économique. Donc, utiliser des logiciels du type Aspen pour modéliser en fait les différents processus et leurs intrants énergétiques. Et ensuite, on peut calculer, en connaissant le coût des carburants, etc., on peut avoir on peut calculer les coûts. euh, donc les coûts, les investissements ainsi que euh, les coûts opérationnels.
fait que tu croises plusieurs données pour arriver Ouais, à... ouais, et la littérature aussi, forcément, s'il y a déjà eu des choses qui ont été publiées à la littérature. Troisième source, mais généralement on évite ça, mais il y a aussi il y a souvent les analyses de marché qui sont payantes, les rapports, c'est des rapports qui coûtent dans les 1000, 2000 dollars, souvent, qui vont donner des analyses sur les prix, les différentes euh, market share, etc., des différentes entreprises. Mais ça, on évite, ou par exemple les logiciels du type Bloomberg et les trucs comme ça. Des fois, on utilise aussi, mais ça, c'est payant, donc on le fait pas. Ça va être plutôt le dernier recours, et si on a finalement, si on a le budget aussi, quoi. Super, merci beaucoup. Merci Frédéric pour ta question. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui étaient dans le chat. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question des participants d'aujourd'hui? Je vous invite à lever la main si vous le souhaitez. Sinon, on va pouvoir conclure le webinaire. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation, puis ces beaux travaux que vous menez aux États-Unis. C'était vraiment très, très inspirant, et puis ça a suscité quand même beaucoup de réactions, je pense. Merci à tous et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous invite à vous abonner à cette si vous le souhaitez pour continuer à suivre toutes nos actualités du réseau, notamment nos prochains événements et prochains webinaires. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir. Merci. Merci, Julien. Merci. Bye. Merci. Au revoir.